Je suis Stéphane de Gérando et je suis l'auteur de deux ouvrages, un lié à la recherche, l'œuvre musicale contemporaine à l'épreuve du concept. Je suis obligé de regarder le titre, vous voyez, en regardant le livre, et l'autre, Dialogue imaginaire, une expérience de la création contemporaine et de la recherche. Alors je remercie la librairie L'Espace L'Harmattan de nous accueillir ce soir pour présenter ces deux ouvrages. Ils ont préparé un petit pot dont on pourra profiter à la fin de cette présentation rapide. Et puis on a la chance d'avoir Emmanuel Meyer qui va interpréter l'extrait d'une pièce dans une version un petit peu décimée, puisqu'il s'agit d'une pièce avec vidéo, et bon, il doit y avoir un espace scénique, mais on a la grande chance de l'avoir pour parler un petit peu du travail actuel, on va dire. Alors peut-être que je vais commencer par le livre qui a été édité aux éditions L'Harmattan, qui est un livre soutenu par l'IDEAT, qui est un laboratoire de recherche lié à Paris 1 et au CNRS. Et ce n'est pas rien parce que c'est un ouvrage qui est probablement assez atypique, un peu pléthorique, catastrophique d'une certaine manière, puisqu'il se présente en 8 chapitres totalement indépendants. Alors j'ai vu, je crois, sur une revue musicale, oui, la critique s'arrêtait là, les chapitres sont totalement indépendants. Sauf que ça, c'est une première lecture de l'ouvrage, et il y a une seconde lecture de l'ouvrage qui fait que le livre répond à une architecture pratiquement musicale, comme un thème et des variations, où l'œuvre est au centre, bien sûr, de la réflexion, mais l'œuvre en relation avec la notion de concept. C'est cette dualité, c'est cette façon de relire l'œuvre à travers le concept qui m'a intéressé, avec une définition du concept qui n'a pas de prétention, je dirais, philosophique ou esthétique, même si elle a certaines références deleuziennes, cette définition du concept. Simplement, les compositeurs, je pense qu'on est quand même un certain nombre à agir comme cela. Là, je repasse un peu dans la partie composition, mon activité de compositeur en dehors de mon activité de chercheur, pense l'écriture musicale souvent aussi en termes de concept. Ce ne sont pas des choses très compliquées, mais là je parle d'une certaine forme de réalité. Quand on se projette dans une œuvre, il y a des idées qui sont en œuvre dans l'écriture. Et il me semblait intéressant de revisiter l'œuvre, certaines œuvres, là en l'occurrence il y a par exemple L'Em Epigam de Brian Ferneyhough, qui est une œuvre pour piano, 1981, des œuvres de Cage, des œuvres de Chelsea, des œuvres de beaucoup d'autres, et de revisiter ces œuvres à travers donc cette notion de concept. Alors cette notion de concept, elle m'a aussi été inspirée d'un travail lié à un laboratoire littéraire de Bordeaux qui s'appelle le L'April, qui est un laboratoire pluridisciplinaire qui travaillait justement sur cette notion de concept. Alors un concept en jeu, la notion d'apogée. Autre concept en jeu, la notion de frontière. Si on prend par exemple la notion de frontière, on a peu l'habitude, à travers les œuvres musicales, d'évoquer cette notion de frontière. C'est ce qui semble déjà intéressant, c'est-à-dire de sortir du champ du vocabulaire habituel ou musicologique pour tenter de créer des liens entre, par exemple, cette notion de frontière et la notion d'œuvre. Alors cette notion de frontière, je l'ai déclinée de manière très, très simple au départ. Là on prend un exemple parmi les 8 concepts qui ont été étudiés. Délimitation, un espace de transition entre deux états. Et par la suite, je l'ai décliné en 3 sous-concepts. L'œuvre qui deviendrait elle-même un espace frontière, l'œuvre frontière. L'œuvre dans laquelle il y aurait des frontières sous forme de ponts, des espaces de transition, ou l'œuvre sans frontières. En me posant la question suivante, qui sous-tend finalement toutes les relations avec les différents concepts qui sont étudiés, est-ce qu'on échappe, lorsqu'on compose, à une relation à certaines idées qui
qui peuvent être des idées finalement assez banales. La frontière. Est-ce qu'on échappe à cette notion-là? Quand on sort de la rue, il y a probablement un lieu frontière entre cet espace-là et l'espace de la rue. Et ainsi de suite. Bien sûr, notre organisation est assimilée à notre organisation sociale est assimilée à cette notion-là, et ainsi de suite. La question c'est, est-ce qu'on peut échapper à cette notion de frontière, indépendamment de ces trois sous-concepts? Alors, pour illustrer la notion, par exemple, d'œuvre sans frontières, j'avais pris les 433 de Cage. Pourquoi? Parce que Cage définit les 433 comme une non-limite entre la vie et l'art. Pour lui, il y a une nécessité de prolonger la vie dans l'art ou l'art dans la vie. Il n'y a pas de frontières. Donc, ça s'adaptait bien à cette notion d'œuvre sans frontières. Alors j'en ai fait un peu l'étude, j'ai fait une analyse des 433, ce qui est une œuvre, donc, comme vous savez, de silence, 433 de silence, et je me suis rendu compte que, en tout cas en concert, que la forme était très prévisible. Hein, l'avant 433, ok, le bruit de la rue, là je parle de la version de concert, les personnes qui s'installent dans la salle de concert, donc là il va y avoir un phénomène acoustique, où la notion de bruit va tendre vers la notion de silence, tout en ayant une sorte de bruit résiduel qui va rester. Les 433 de silence, qui ne seront pas tout à fait du silence au départ, hein, on n'est pas dans une chambre anéchoïde, très intéressant, qui vont se transformer en quelques bruits, bruit du public, donc une forme qui s'apparente au boléro ou à autre chose, hein, en crescendo. La fin, applaudissements, et le retour à la vie habituelle. Probablement que c'est l'échec total par rapport à cette notion de continuité, d'espace qui serait sans frontières, d'une idée, d'une œuvre sans frontières. Au bout du compte, il y avait probablement un échec, c'est-à-dire que là, il y avait bien les notions de frontières qui réapparaissaient dans l'œuvre. Une autre œuvre, qui est une œuvre de Xenakis, qui est un trio à cordes Icor, qui a été analysé. Alors Xenakis est très connu dans la musique, comme vous savez probablement, pour l'utilisation de modèles mathématiques dans l'écriture. Et notamment au niveau des fréquences, des hauteurs de son, il a, semble-t-il, renouvelé les échelles et la construction des hauteurs. Et je me suis posé la question, par exemple dans un trio comme Icor, donc je ne choisis pas n'importe quel type de compositeur. Je choisis des compositeurs qui ont créé des brèches dans l'histoire, enfin qui sont analysés comme tels par certains historiens de la musique. Et je me suis rendu compte que l'analyse d'Icor, il y avait bien des ponts. Là, c'est frontières sur la forme de pont. Des ponts. Des lieux de passage. Et en regardant la globalité d'Icor, je me suis rendu compte que c'était une forme tout à fait classique en termes de pont, c'est-à-dire comme probablement vous avez déjà entendu les formes sonates, le passage, il y a toujours dans une forme sonate, le passage d'un personnage A à un personnage B, un thème A à un thème B, et ce passage est structuré sous forme avec ces ponts, ces lieux frontières. Et ben, en l'occurrence, dans l'œuvre de Xenakis, compositeur utilisant des modèles mathématiques, celui qui a créé, on peut dire, d'une certaine manière, à partir de 1956, la musique dite stochastique, c'est l'utilisation ciblée du hasard, ou contrôlée du hasard, ben, il s'avérait qu'on retrouvait des frontières, sous forme de ponts, mais utilisées de manière très classique et très symétrique. Pratiquement... c'est pas une forme sonate d'ailleurs, c'est plutôt une forme ABA', une sorte de forme de lead, on pourrait dire, avec des ponts intermédiaires, et simplement au milieu, un pont qui devenait elle-même, qui se confondait avec un moment. C'est-à-dire le moment frontière devenait aussi un passage en lui-même, comme une partie. Bon, pas rentrer trop dans les détails, mais je me suis dit donc, ça c'est quand même incroyable, un compositeur qui a renouvelé comme ça les hauteurs de son avec des modèles mathématiques,
n'arrive pas à renouveler finalement la notion de frontière. Parce que là, on se retrouve face à une définition très classique d'un lieu passage. Bon, Chelsea, l'œuvre sans frontières, ou l'œuvre frontière, pardon, excusez-moi, je confonds mes concepts. L'œuvre frontière, c'est l'idée d'un continuum. Anaït, 1965, pardon, lorsque vous écoutez cette œuvre, c'est une œuvre qui glisse, qui continue indéfiniment, et vous avez une difficulté à la première édition à sectionner l'œuvre. Donc, je me suis interrogé en disant, là on est face à ce type de frontière, c'est-à-dire l'œuvre devient en soi une frontière, un espace de glissement par exemple, qu'on n'arrive pas à redécouper. À première écoute, c'est flagrant chez Chelsea. Et quand, la première écoute c'est une chose, mais quand vous réanalysez, vous réécoutez, vous arrivez dans ce continuum d'espace-temps qui glisse, donc on a du mal à saisir en termes de perception, à rediviser les moments très clairement, car les ambitus par exemple qui glissent sont très identifiés, le mouvement des ambitus qui glissent, et reforment des notions, on va dire, de frontières ou de passage à l'intérieur même d'une œuvre que je souhaitais, une œuvre frontière en soi. Donc là, de nouveau, un échec. Et ainsi de suite. Alors, j'ai réfléchi à la question d'apogée, par exemple, dans l'Ème épigame de Ferneyhough, qui dit lui-même dans son commentaire que son œuvre est un échec. L'Ème épigame peut être considéré comme un climax, une œuvre apogée à part entière. Là aussi, le projet de Ferneyhough va à l'encontre de cette notion d'apogée. Il parle de musique informelle, il parle de chaos, il parle d'une musique qui serait insaisissable de par la nature extrêmement dense de l'information. Et j'ai retrouvé un commentaire sur sa propre pièce où il énonce qu'à la fin de la pièce, il y a une mesure qui sert de sorte de résolution au processus d'écriture et qui l'indique comme une forme d'échec de l'œuvre, et qui pourrait très bien s'apparenter, dans l'analyse que j'ai pu faire et qui reprend l'analyse de Toupe au départ, à une notion d'apogée. Donc de nouveau, là où je souhaitais peut-être être face à cette notion d'apogée qui a envahi la musique pendant près de 3 à 4 siècles, comme vous savez, la structure du langage tonal est très liée à cette notion de tension-détente, et nous sommes faits aussi de ça, je constatais que ce n'était pas le cas. On retrouvait une notion d'apogée, de climax ou de complexité formelle qui fait qu'à un moment donné, la structure peut s'apparenter à ce concept-là, tel qu'il était décliné en tous les cas au départ. Je termine, je ne vais pas prendre tous les concepts étudiés, mais j'ai parlé aussi de la notion répétition chez Schoenberg. La période 1909, quand il écrit à Busoni, est passionnante. Il y a une prospective chez Schoenberg où il parle d'abolir tous les motifs. Il y a comment dirais-je, une invention, là je parle d'un imaginaire en termes de projection, qui est absolument inouï dans cette période. Il suffit de voir aussi c'est les pièces qu'il écrit. Et le silence. Il y a eu un silence quand même qui a duré près de 7 années, qui n'était pas vraiment totalement un silence, il a réécrit des pièces, mais il y a eu une sorte de blocage pour, après, par la suite, arriver sur son système dodécaphonique, notamment avec la suite, l'opus 19, l'opus 23, l'opus 25. Là aussi, probablement que le rêve de Schoenberg, c'était d'arriver à une non-répétition. Est-ce qu'on peut structurer le langage sans répéter? C'est son rêve à cette époque-là. Bien sûr, les études liées à la théorie de l'information, je pense à Shannon par exemple, montrent qu'on n'échappe pas à une redondance du signe pour structurer de l'information en termes de communication. En d'autres termes, si on a un certain nombre de lettres,
ici, si je les projette de manière aléatoire, totalement équiprobable, on n'est pas, l'information d'ailleurs en termes de théorie de l'information serait maximum, mais on ne serait pas en capacité de communiquer. Donc dès qu'il y a transmission, et ça Michel Philippot a repris un petit peu ses études faites dans le domaine esthétique, dès qu'il y a communication, il semblerait qu'il y a obligatoirement répétition. Est-ce qu'on peut de nouveau échapper? Je vais dire, zut, les compositeurs sont là, enfin certains compositeurs, pas tous, hein, mais certains compositeurs ont envie aussi de provoquer des idées. Est-ce qu'on est en capacité d'écrire en dehors de la notion de répétition? De ressentir en dehors de la notion de répétition? L'exemple de l'œuvre de Schoenberg, même s'il a assumé beaucoup de choses historiquement, montre qu'il y a un échec, je dirais, pratiquement total à ce niveau-là, puisqu'il va, toute la suite, à partir de 1923, c'est une façon de reconsidérer la répétition dans l'écriture. Et donc de réintroduire cette question de la mémoire à travers cette notion de la communication. Et je terminerai cette rapide présentation de cet ouvrage sur deux concepts qui m'ont semblé aussi fondamentaux, qui sont concepts de déterminisme et de hasard. Je vois un de mes étudiants, on en a parlé récemment en cours. Bon, ce sont des concepts qui sont très à la mode, je ne les invente pas. Il semblerait qu'ils soient opposés dans leur conception à la fois esthétique, philosophique, historique, mais aussi à travers les outils qu'ils représentent. Le hasard de la vie, le hasard des rencontres, la contingence, et le déterminisme, c'est-à-dire ce monde tel que Laplace a pu le décrire à la fin du 19e, qui serait comme une forme d'engrenage, et on serait en capacité de l'expliquer à travers des lois. La loi mathématique représentant le déterminisme, enfin les équations différentielles sont propres à vraiment illustrer cette notion de déterminisme, c'est-à-dire qu'à travers le passé, le présent et l'avenir, il y a un enchaînement causal qui fait qu'on est dans cette notion déterministe. Alors quand on écrit une fugue, quand Racine écrit une tragédie, il y a bien des enchaînements de cause à effet. Probablement que à certains concours de composition, quand vous êtes face à certains jurys, ils attendent des explications qui vont lier la cause et l'effet. Et ce qui a, comme vous le savez, bouleversé cette notion-là de manière fondamentale, alors que les Chinois utilisaient ce hasard à travers le Hiking notamment, donc c'est pas un concept récent, même si le mot hasard est né au XIIe siècle. Le concept de hasard est lié à la thermodynamique, à la fin du XIXe siècle, et à ce monde extraordinairement complexe qu'on n'arrivait pas à décrire avec des lois déterministes, liées au gaz. Et puis après, ça a été la théorie des quanta, et vous savez, ces deux grands blocs en physique qui n'arrivent pas à se rejoindre. Les théories relativistes, bien sûr illustrées par Einstein en 1905 et 15, et le principe, par exemple, d'incertitude d'Heisenberg qui dit que la matière, on ne peut pas la saisir. On ne peut pas la saisir. Elle intègre à l'intérieur une donnée fondamentale, puisqu'on est en incapacité de déterminer la vitesse et la position d'un électron. Et ça, on est dans les années 20, 1923, 1927, ça introduit un bouleversement philosophique, parce que ne pas saisir la matière, ça veut dire qu'on n'est pas en capacité de conduire nos existences, de les prévoir. Alors que d'un autre côté, on a un monde qui pourrait se traduire sous forme mécanique ou sous forme de loi et de logique. Et là, on va avoir deux grandes conceptions qu'on va retrouver dans le domaine musical, hein, avec, d'une certaine manière, Boulez dans une attitude un peu déterministe, même si ce n'est pas un mot qu'il utilise. Et par exemple, Xenakis, il y a eu des combats un peu esthétiques comme ça sur ces notions de hasard ou de déterminisme, de mise en relation des éléments ou d'utilisation statistique des données. Alors on s'est rendu compte que finalement, aujourd'hui, les débats esthétiques se sont déplacés et qu'on pouvait structurer du hasard avec des outils déterministes,
des lois très simples. On pouvait engendrer du chaos. En 1960, on a découvert ça avec des lois déterministes. Et inversement, dans des processus qui étaient produits par du hasard en termes mathématiques, on pouvait retrouver de l'ordre. Bon, très bien, une fois qu'on a dit ça, on voit qu'il faut se méfier des outils. Les personnes qui vous paraissent sectaires un peu en disant oui, attention, là on utilise tel type d'outils, on a tel type de résultat. Ben, aujourd'hui, les compositeurs, en tout cas, ont passé cette époque-là. Probablement qu'avec la musique sérielle, on peut faire finalement tout type de musique, comme avec tout type de musique, on peut faire de la musique sérielle. Ce qui importe, c'est ce qu'on fait au résultat. C'est-à-dire qu'à une certaine époque, des années 50, 60, ben, il fallait passer par là, aussi, c'était pas rien de passer par là. On associait très souvent l'outil conceptuel, l'outil logique, au résultat, à la nature du résultat. Est-ce qu'on échappe au hasard ou au déterminisme? Est-ce qu'on échappe au finalisme? Est-ce qu'on échappe à cette notion? Et j'ai, dans cet ouvrage, défini finalement ce que pouvait être le déterminisme musical, la notion de déterminisme musical, et d'une certaine manière, la notion de hasard à la relecture de ce qui s'est passé dans les années 1960 sur la théorie du chaos. Dire qu'on y échappait, pas vraiment. Alors j'en ai conclu, j'en termine là sur l'œuvre musicale contemporaine à l'épreuve de concept, et peut-être si vous avez des questions, n'hésitez pas. La création, je termine sur le concept de création avec une lecture esthétique du concept de création. Il existe de deux manières, par son absence et par sa présence. En fait, le compositeur est dans l'incapacité de créer. J'en suis en tout cas convaincu après cet ouvrage, peut-être que demain ça changera. Et d'un autre côté, c'est exactement l'inverse, c'est au même moment, simultanément, il existe une véritable capacité à créer. Et cette capacité à créer, elle est pratiquement quantifiable, mesurable, elle est objectivable, si je peux me permettre ce terme. Je ne suis pas sûr que ce sens soit évident. Et pour terminer cette présentation, je parlerai plus maintenant de mon travail de compositeur, où on a parlé de hasard et de déterminisme. Ben, j'ai eu exactement dans mon parcours de compositeur cette trajectoire, c'est-à-dire qu'au début de mon écriture, je vois par exemple un trio à cordes qui s'appelle Virtualité et Conscience du Vide, qui a été enregistré, donc ça c'est le second livre, parce qu'il y a un CD en 1993. C'est un trio qui est organisé de manière totalement relationnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un élément qui ne dépend pas d'un autre dans l'écriture. Et progressivement, j'ai introduit des questions de hasard dans mon écriture, voire j'ai systématisé vraiment fondamentalement ces questions-là, avec une idée centrale qui a toujours été la même, et qui est toujours la même aujourd'hui, écrire quelque chose que je n'entends pas, en fait. C'était ma problématique initiale, c'est toujours d'une certaine manière ma problématique initiale. C'est-à-dire au lieu d'écrire ce que j'entends, peut-être parce que je n'avais pas les capacités d'entendre quoi que ce soit, je me suis dit, il faut que tu écrives des choses que tu n'entends pas. Voilà. Et ça s'est traduit par une conceptualisation, une traduction formelle sous forme parfois de systèmes, assez souvent d'ailleurs au départ. On a parlé de déterministe, système déterministe, après système plus lié au hasard, complètement algorithmique d'ailleurs, du sens au sens, c'est une pièce qui est totalement algorithmique, qui a été écrite par l'ordinateur. Et aujourd'hui, on arrive un petit peu à la question de mon travail, on va écouter, si vous voulez bien aussi, Emmanuel. Je travaille sur la question d'un labyrinthe, où on n'est plus finalement dans une utilisation systématique du déterminisme, ni dans une utilisation systématique du hasard. On est dans un contact avec les technologies qui bouleversent ma manière d'écrire, fondamentalement. Enfin, fondamentalement, dans le contact que j'ai avec l'écriture, je ne suis pas sûr que ça le bouleverse profondément.
Ça la bouleverse profondément. Je ne suis pas sûr que j'ai gagné en complexité en termes d'écriture. Alors ce labyrinthe, il est de différentes natures. Je suis en train, figurez-vous, de réaliser des sortes de tableaux virtuels. Des tableaux qui sont extrêmement lents, qui se développent très lentement dans le temps. Et les formes se créent en contrôlant la luminescence, par exemple, de l'image. C'est-à-dire que il n'y a pas de modification de la forme en elle-même du tableau. C'est les caractéristiques de la lumière qui sont modifiées pour faire apparaître des formes. Dans le domaine de l'image animée aussi, hein, en synthèse 3D, que ce soit en temps différé ou en temps réel. Dans l'écriture de texte, vous allez entendre un texte écrit. L'idée, c'est d'associer tous ces espaces-là, l'écriture des mots, l'écriture de l'image, l'écriture de la lumière, pour mêler virtualité et contexte réel, pour hybrider les notions artistiques et pour faire en sorte de travailler sur ce que j'appellerais un métalangage qui fasse qu'on puisse passer d'une lumière à un son, qu'on puisse passer d'un mouvement de danse à une projection d'une forme, qu'on puisse s'immerger dans un monde en 3D pour revenir à une réalité sensorielle qui soit liée à l'odorat ou au toucher. Et j'ai plutôt toujours eu tendance à respecter les métiers dans leur définition. Les compositeurs, on n'est pas autre chose. Sauf qu'aujourd'hui, ben, je mets à écrire l'espace, par exemple, d'un acteur. J'écris des mots. Je travaille sur la chorégraphie, l'écriture du mouvement dansé. C'est-à-dire que pour moi, l'écriture passe par une forme de maîtrise à la fois relationnelle et contextuelle, pluridisciplinaire, diversifiée, je dirais. Donc c'est un petit texte qui va vous dire, qui est assez court, qui participe, qui est un mouvement du cercle de la sphère, hein, qui a été créé quand, Emmanuel? Début décembre. Donc ça fait partie de cette œuvre qui s'appelle le labyrinthe du temps, qui devrait être créé dans un an, qui fera 45 minutes. Ga, Agad, Da, Amanafa Varabasa, Ella, Assar Fadama, Al, Ilol, Aoululeuil, et le Cisalerol Sidu, le Lekilvulan, là, les Lilois, la belle Lieu, Li, Agapé, O, Aquilin, Ag, Fronce, Rond, Uni, Ad, et du don. Et la fique athée à tour de l'étiage indécis, endémie, attiré. A, mi, brillant, amer, de l'embol, émeraude, I, mer, G. Danger vide, autorité agissante. Ra, divinité rangée et rétine. Loin de la hauteur, grain de sable engendré. Ça, éternité nécessaire et contingent. Genèse de l'aimant englobant. Amour, appel. Voici l'attique. Cryptique, éclairant, déchiré, harmonieux et médian, pur flux du refus inversé, fixation solitaire, informant, traître, archétypal, fondement discret, jouxtants et distingués, loin de repousser l'anastrophe du plan. Préviens-moi, état d'insolence dans lequel tu es, Anne. Fixe en toi, parure de l'être que j'ai, entends ces lignes. Transpose et passe, comme si l'ocre l'ulcensît. Le noir me pèle.
Droite, lent, lourd et sillon, art, tournoi, lumière, répond dans l'entretisse verticale, réticule, sévère, versés et bloqués, fuite du point, A. Point de suite dans le plan s'étire. Mesquine, sous le flou de ma tête, blafarde, blême, lissée, transparente comme bleu, qui reproche, se proche, en me noie, ses blous face noyée fond pour calquis. Des vers, latude, l'aile des tissons, turés dans un lac. Je l'aune qui t'appelle, rideau d'or désordre, bien trop s'enfuit, âme, s'enfuit. Sans hypocrite du cygne qui pile, travers en face et masque le pyral qui verge sans fond ni drille. Alors, bête en tête qui tête, la mique s'entend sans faire un bruit, lancinante, toujours battante, rabâchant le tic, migre s'effaçant, rideau d'or si parfait, démanquage, tâche, mâche, charlatan des discordes, en un nom long traître, tire vague du centre blanc, puise, hisse, la croix s'enlise, le lise, festin, hale, infesté du destin, deux en un pour tous, accord, à tort, endroit, chavire, vire ton rire, reste focard, sus, poussière, flasque pitoche, s'effrite, mire en miettes, flaquante tombante du berceau vacille et quitte cette lettre, cette terre que j'étends ma libre cimeur, heure en ton grave grappe, chauffe l'os qui perle, rutile, utile jusqu'à ma suite, sans descendance ni souche. Peindre matin dans la main nain qui tend, sans jamais l'attendre, l'atteindre. La teinte face s'efface, passe, ulite, disciple, se plie, courbe dans l'échange proscrit. Amour, vidance.